Nous parlons donc ce soir de nucléaire. Alors, en 1 heure, je ne sais pas si je vais avoir le temps de d'écrire tout ce que j'ai prévu. Donc, on verra bien au bout d'une Bonjour. heure où on en est. Bonsoir. Euh, cette partie sur le nucléaire va être, je pense, peut-être par rapport au reste, la partie la plus technique, on va dire, et celle qui fait appel le plus à quelques connaissances en physique. Alors pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très technique. Et donc, on est obligé d'avoir certaines connaissances, même assez basiques, mais certaines connaissances afin de comprendre de quoi on parle, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité de la population. Et c'est, je pense, pourquoi c'est un sujet qui est très clivant. C'est parce qu'il y a une profonde méconnaissance de ce sujet. Et beaucoup réfléchissent sur ce sujet de manière dogmatique. Ici, hop, je vous mets un lien vers un dossier qui est très intéressant et qui est très bien fait. Alors, hop, normalement, est-ce que je l'ai? Est-ce que ma page s'allume? Oui. Que vous pourrez retrouver et lire en détail avec plein de choses très intéressantes, justement sur le nucléaire et la filière française. On y parle de déchets, on y parle de démantèlement, on y parle de coût du nucléaire, de risques, d'économie dans le nucléaire, du lien entre le nucléaire civil et militaire. Donc, plein de sujets sont abordés. Et dans ce dossier, ils sont abordés de manière très neutre, en fait. D'où l'intérêt de ce dossier. Je m'en suis beaucoup servi pour ce qui va suivre. Donc, le lien, vous l'avez ici, vous pourrez le récupérer. De toute façon, le diaporama, ensuite, je vous le fournirai à la fin de tous les cours. Alors, le nucléaire est principalement là pour faire de l'électricité. Donc, on parlera d'abord de nucléaire et de production d'électricité. Ensuite, et c'est là où il y aura un petit peu de technique, comment fonctionne une centrale nucléaire et pourquoi est-ce que eh bien, le nucléaire peut nous fournir de l'énergie. Et on parlera enfin de déchets nucléaires et puis des dangers. Alors, j'essaierai d'être là aussi le plus neutre possible sur ce sujet, comme je le disais, très clivant, pour que vous ayez le maximum d'informations. Bien que, évidemment, mon sentiment personnel sur le sujet va forcément un peu transparaître. Alors d'abord, nucléaire et électricité. Donc ça, ce sont des choses que j'ai déjà dites. Vous avez à gauche la production d'électricité mondiale par source, on va dire, et puis à droite, la France. La majorité de l'électricité dans le monde est issue d'énergie fossile, principalement le charbon et le gaz. Beaucoup de charbon. La grande majorité de l'électricité mondiale est produite à partir de centrales à charbon. Ce n'est pas du tout le cas en France. En France, nous sommes un pays très particulier, puisque 70% de notre électricité vient du nucléaire. Ensuite, l'hydroélectricité, on en a déjà un petit peu parlé, les ENR, et puis on a un peu de charbon. Alors, pour la petite histoire, il nous reste encore de mémoire une centrale à charbon qui fonctionne. Alors, elle ne fonctionne pas en permanence, elle fonctionne lors de pics de consommation. Normalement, cette dernière centrale à charbon aurait dû être fermée en 2000, il me semble, 2019 ou 2019 ou 2020, pardon. Or, eh bien, son fonctionnement a été prolongé. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on a fermé la centrale électrique de Fessenheim. On parlera de Fessenheim par la suite. Donc, on a fermé une centrale électrique nucléaire qui n'émet pas de CO2. Et en contrepartie, on a maintenu plus longtemps le fonctionnement d'une centrale à charbon en France. Quelle est la part du nucléaire dans la production électrique? Alors, par pays, c'est intéressant de regarder par pays. On a tendance, enfin, on dit souvent que la France est le pays le plus nucléarisé du monde, ce qui est
Alors, ce qui est vrai quand on rapporte ça à la part du nucléaire dans l'électricité. Alors ici, on est en France. En bleu, les barres en bleu, c'est le pourcentage du nucléaire dans l'électricité. Et donc, en France, c'est nous qui sommes le plus haut. Et en rose, ici, c'est la production électrique. Alors, il y a un pays qui produit plus d'énergie électrique que nous, c'est les États-Unis, mais forcément, il y a beaucoup plus de réacteurs. Mais dans le mix énergétique, la proportion du nucléaire dans l'électricité aux États-Unis est plus faible. Donc, il y a assez peu de pays qui utilisent le nucléaire. Petite remarque, on peut voir que le deuxième pays qui utilise le plus le nucléaire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, une des villes d'Ukraine s'appelle Tchernobyl. Donc, on y reviendra après. Le nombre de réacteurs nucléaires dans le monde. Alors là, j'ai oublié de modifier mes chiffres, mais il n'y a plus que 445 réacteurs actifs, puisque 2 ont été fermés en France dans la centrale de Fessenheim. Donc, il y en a 178 qui sont arrêtés. Donc là, la barre est un petit peu plus basse. Mais sinon, le pays qui a le plus de réacteurs nucléaires, c'est les États-Unis, et ensuite, c'est la France. Mais si on rapporte ça à la population, il y en a plus en France. On en construit dans quelques pays. En gris, ce sont les réacteurs qui sont arrêtés. Donc en France, il y en a quelques-uns qui sont arrêtés. En France, on en construit un qui est l'EPR. Mais il y a d'autres pays qui construisent beaucoup plus, notamment la Chine. La Chine construit beaucoup de réacteurs nucléaires. Et puis encore l'Ukraine. Vous voyez, l'Ukraine. Monsieur, Des réacteurs nucléaires. Oui. pourquoi l'EPR il est bloqué depuis tant d'années et il n'est encore pas fini? Non, il n'est pas fini. Alors bon, je ne vais pas épiloguer sur l'EPR, mais en fait, il y a un problème en France, c'est qu'on a été de très bons constructeurs de réacteurs nucléaires dans les années 80. Ça, on le verra après, mais la grande majorité, enfin, tous les réacteurs nucléaires français actuellement en fonctionnement ont été construits, on va dire, entre 1975 et 1990 à peu près. Puis à partir de 1990, on a complètement arrêté. On s'est ensuite remis à construire un réacteur nucléaire avec l'EPR, sauf qu'on a beaucoup perdu en technicité. Et l'EPR est en fait, ça aussi on le verra après, le même type de réacteur nucléaire qui est utilisé actuellement en France, mais avec beaucoup d'améliorations. D'améliorations techniques et notamment d'améliorations pour la sécurité. Mais comme on a perdu en compétences pour fabriquer les choses, on a pris énormément de retard. En Chine, il y a 2 EPR qui fonctionnent. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Eh bien, en fait, ils sont venus demander à la France, il y a maintenant plusieurs années, comment fabriquer les EPR. Donc, on est allé les former. Puis ensuite, eh bien, ils ont beaucoup plus appris et beaucoup plus vite que nous. Donc, les EPR en Chine de fabrication française à la base ont été allumés l'année dernière et sont reliés au réseau. Donc, la Chine a 2 EPR qui fonctionnent, alors que nous, avec le nôtre, on est en galère depuis maintenant plus de 15 ans. Voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'EPR parce que c'est assez complexe et puis je n'ai pas forcément les connaissances. La France construit 2 autres EPR, un en Finlande qui a exactement les mêmes problèmes que l'EPR de Flamanville et normalement devrait en construire un aussi en Grande-Bretagne à Hinkley Point. Mais le deuxième EPR en construction par la France seul en Finlande a exactement les mêmes problèmes qu'à Flamanville. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais… par la suite, on va parler des problèmes qu'engendre le nucléaire, notamment avec la gestion des déchets. Le nucléaire a plein de problèmes. Par contre, il a aussi, et on ne le dit pas assez ou pas assez souvent, il a quand même certains avantages. Le premier, je vous ai déjà parlé du taux de retour énergétique. C'est combien d'énergie il faut investir dans notre moyen de production pour en récupérer combien. Donc, le nucléaire a un taux de retour énergétique de 75, ce qui veut dire que quand on investit une unité d'énergie, on en récupère 75.
c'est le système de production d'énergie avec le plus fort taux de retour énergétique. Même le charbon, maintenant, a beaucoup diminué. Il était aux alentours de 100 au début de l'ère du charbon. Il est maintenant aux alentours de 30. Ça aussi, j'avais expliqué pourquoi. Même chose pour le pétrole. Les énergies renouvelables sont beaucoup plus faibles. Et sont beaucoup plus faibles si en plus on inclut le stockage. Les barres rayées, c'est si on inclut le stockage. Le deuxième intérêt du nucléaire, c'est que c'est une énergie qui émet très très peu de CO2. C'est une des énergies qui émet le moins de CO2 lors de sa production. 6 grammes par kilowattheure. Donc, quand on entend dire que le nucléaire est émetteur de CO2, c'est faux. Il a plein de défauts, mais s'il a bien un défaut qu'il n'a pas, c'est celui-là. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Si vous entendez ça, c'est faux. Par la suite, j'essaierai de vous montrer pourquoi est-ce qu'on pense que le nucléaire émet du CO2. Et puis, on regardera aussi les chiffres d'une enquête en France sur les idées reçues des Français sur le nucléaire. C'est assez intéressant. Donc, nous, une grande partie de notre électricité est nucléaire. Alors, si on veut comprendre pourquoi le nucléaire est intéressant et quels sont les problèmes qu'il peut engendrer, il faut quand même avoir quelques notions techniques sur ce que c'est que le nucléaire. Bon, alors, comme vous savez que j'aime bien l'histoire des sciences, une brève histoire du développement du nucléaire, ce qui me permet de faire la remarque sur le lien entre nucléaire militaire et nucléaire civil. Une des critiques envers l'énergie nucléaire est de dire que si on développe du nucléaire civil, c'est-à-dire pour faire de l'énergie, alors certains pays pourraient aussi l'utiliser pour développer du nucléaire militaire et donc faire des bombes nucléaires. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on imagine qui se passe en Iran, par exemple, ou c'est ce que les États-Unis imaginent que fait l'Iran. Mais d'un point de vue historique, on a toujours tendance à dire que le nucléaire civil découle du nucléaire militaire. Alors, c'est vrai dans certains cas, mais ce n'est pas forcément vrai en France. Historiquement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'énergie avec du nucléaire à partir d'un brevet français de Frédéric Joliot-Curie qui a été développé et puis déposé en 1939. Ce brevet s'appelle perfectionnement aux charges explosives. Donc, c'est ce brevet qui montre qu'on peut en fait faire de l'énergie avec le nucléaire. Et 1939, en fait, on est au début de la Seconde Guerre mondiale. À partir du moment où ce brevet est établi, eh bien, dans la communauté scientifique, certains physiciens se rendent compte aussi qu'on va pouvoir peut-être générer une bombe nucléaire et donc potentiellement avoir des armes de destruction massive. C'est notamment le cas d'Einstein. Et Einstein, avec d'autres physiciens, prenant un peu peur sur les conséquences d'une bombe nucléaire, avertit Roosevelt, le président des États-Unis, en lui disant « Attention, l'Allemagne est en train de développer une arme nucléaire qui peut être potentiellement très destructive. » Et c'est suite à cette lettre d'Einstein au président des États-Unis que naît le projet Manhattan. Le projet Manhattan, qui est en fait le développement de la bombe nucléaire aux États-Unis. Et tout ça découle donc d'un brevet français. Ce projet Manhattan est donc en fait un développement nucléaire militaire. Il aboutit à la bombe A. Alors il y a deux types de bombes, la bombe A et la bombe H. La bombe A qui est une bombe, là aussi il y en a deux types, soit à l'uranium, soit au plutonium. Et donc ce qui en découle, ce sont les deux bombes qui vont exploser à Hiroshima et Nagasaki. Ce n'est pas les deux les mêmes. À Hiroshima, c'est une bombe à l'uranium et à Nagasaki au plutonium. En tout cas, pour faire tout ça, les États-Unis développent ce qu'on appelle des réacteurs plutonigènes. Des réacteurs plutonigènes, ça veut dire des réacteurs qui font du plutonium. Je vous expliquerai après ce que c'est que le plutonium, parce que c'est très, très important dans la compréhension de la gestion des déchets nucléaires. Pour faire des bombes, il nous faut du plutonium. Donc, il faut des réacteurs plutonigènes. À la fin de la guerre,
les États-Unis vont utiliser les connaissances qu'ils ont développées dans le nucléaire militaire pour développer un type de réacteur nucléaire. Mais pourquoi faire? Pas pour produire de l'énergie, à la base, pour la propulsion des sous-marins. Quand on parle de sous-marin nucléaire, ce n'est pas forcément un sous-marin qui a un missile nucléaire et qui peut l'envoyer. Un sous-marin nucléaire, c'est un sous-marin dont le moteur fonctionne avec de l'énergie nucléaire. Et ces moteurs qui ont été développés, donc ces machines thermiques qui ont été développées, on les appelle des REP, ce sont des réacteurs à eau pressurisée. Et à partir de ces réacteurs de sous-marins nucléaires, ont été développés des plus gros réacteurs, mais sous le même principe, pour faire cette fois-ci du nucléaire civil, c'est-à-dire de l'énergie nucléaire, et donc pour produire de l'électricité. Et actuellement, dans le monde, 70% des réacteurs qui fonctionnent, ce sont des réacteurs à eau pressurisée. C'est le cas en France. Et ce sont des réacteurs qui découlent du développement des réacteurs de sous-marins nucléaires pour les faire avancer. Voilà. Un autre pays qui a développé beaucoup le nucléaire, c'est l'URSS. Alors, au départ, ils n'y connaissent pas grand-chose, sauf comme ils sont très très bons en espionnage, ils vont arriver à espionner le projet Manhattan. Et à partir de 1945, ils vont eux aussi développer un autre type de réacteur plutonigène pour là aussi faire la bombe. Et à partir de ces réacteurs-là, ils vont adapter pour faire du nucléaire civil avec un autre type de réacteur qu'on appelle les réacteurs RBMK. En fait, ces réacteurs russes n'ont pas du tout la même technique que les réacteurs américains. Et les réacteurs RBMK, en tout cas Tchernobyl, c'était un réacteur RBMK. Autre pays qui a beaucoup développé son nucléaire, ce sont les Anglais. Au départ, parce qu'ils coopèrent pendant la guerre avec les USA, et puis à la fin de la guerre, les USA leur disent « Bon, écoutez, maintenant, on vous laisse de côté ». Donc, le Royaume-Uni développe son propre programme, et en développant son propre programme, d'abord pour la bombe, adapte les résultats qu'il a pour la bombe pour développer un autre type de réacteur nucléaire, cette fois-ci civil, qui sont des réacteurs à Magnox, donc les Magnox, qui est encore un autre type de réacteur nucléaire. Et enfin en France, c'est un petit peu particulier, sur ces trois pays-là qui sont les États-Unis, la Russie et puis l'Angleterre, on voit que d'abord ce qui prime, c'est le nucléaire militaire et qu'à partir des résultats du nucléaire militaire, on développe le nucléaire civil. En France, c'est différent. À la sortie de la guerre, le pays est détruit. Est créé le commissariat à l'énergie atomique. Et à la base, le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, son but est de faire du nucléaire civil et pas du tout du nucléaire militaire. Pourquoi? Parce qu'on cherche en fait une source d'énergie pour développer le pays à la sortie de la guerre, parce que le pays est complètement détruit. À la tête du CEA, c'est Joliot-Curie, qui est aux manettes. Sauf qu'assez rapidement, 5 à 10 ans après, Joliot-Curie est révoqué. Pourquoi? Parce que, politiquement, le CEA est redirigé pour des applications beaucoup plus militaires. Mais à la base, en France, le nucléaire se développe pour des applications civiles. Ensuite, des applications militaires pour revenir sur des applications civiles avec un autre type de réacteurs qui sont les réacteurs à uranium naturel graphite gaz, UNGG. Ce que je veux vous montrer avec ce rapide historique, c'est qu'en fait, il y a principalement 4 pays qui ont développé le nucléaire civil, parfois à partir du nucléaire militaire, parfois pas forcément comme la France, mais en tout cas, ces 4 pays ont abouti à 4 types de réacteurs qui sont complètement différents. Ce n'est pas les mêmes réacteurs, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, quand on dit qu'il y a un seul type de réacteur et que tous les réacteurs nucléaires se valent, ce n'est pas vrai. Tous les réacteurs ne sont pas les mêmes. Et le réacteur qui a explosé à Tchernobyl, c'était un RBMK. Et quand on dit qu'en France, on a les frères jumeaux des réacteurs de Tchernobyl, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas la même chose. Toujours d'un point de vue historique, il y a plusieurs générations de réacteurs nucléaires. Ça aussi, on en entend parler. La première génération en France, c'est ce que je viens de dire, c'est la filière UNGG. Ces réacteurs sont tous à l'arrêt maintenant.
La deuxième génération de réacteurs, ce sont principalement les réacteurs à eau pressurisée, c'est-à-dire ceux qui découlent de la filière américaine. Et en France, tous nos réacteurs sont des réacteurs à eau pressurisée, des REP. Donc ça, c'est la génération 2, et c'est actuellement la génération 2 qui nous fournit de l'électricité. Les réacteurs qu'on a en France et qui fonctionnent, ce sont des REP 900 ou des REP 1300 mégawatts. Et ensuite, il y a les générations pour le futur. Alors, on parlait de l'EPR tout à l'heure. La génération 3 ou la génération 3+, notamment l'EPR, moi, j'aime pas trop changer de génération parce qu'en fait, l'EPR, c'est un réacteur à eau pressurisée, mais amélioré. Donc, en fait, c'est la même technique. Ce n'est pas vraiment la génération suivante. C'est un réacteur à eau pressurisée, mais amélioré et avec beaucoup plus de contraintes techniques et de contraintes sécuritaires. Donc, c'est une amélioration. L'EPR, c'est une amélioration des REP, mais ce n'est pas vraiment, à mon sens, une autre génération de réacteurs. Ensuite, il y a la génération 4, et pour cela, pour le moment, eh bien, il n'existe pas. C'est les réacteurs du futur. Et ici, je ne parle pas de fusion nucléaire non plus. Ce sont toujours des réacteurs à fission nucléaire. La fusion nucléaire, c'est encore autre chose. On n'en parlera pas ici. Sur cette génération de réacteurs du futur, la génération 4, j'en parlerai aussi un petit peu par la suite pour montrer l'incohérence de nos hommes politiques français. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, nous sommes toujours sur la génération 2 chez nous, en France, et la génération 3 ou 3+, avec l'EPR qui est en construction. Monsieur, Oui. Fukushima, c'était un de type réacteur 2. à eau pressurisée, comme en France. Ok, merci. Après, bon, je ne parlerai pas de Fukushima, mais on pourra aussi parler de Fukushima si vous avez des questions et pourquoi ça a explosé. Donc, la partie un peu technique. Pourquoi est-ce que le nucléaire, c'est intéressant? Alors ça, je vous l'ai déjà montré en cours, en tout cas si vous m'avez eu au premier semestre en TD de chimie. Cette courbe donne l'énergie de liaison du noyau atomique par nucléon. On a fait au premier semestre une partie du cours de chimie sur la cohésion du noyau. Qu'est-ce que ça veut dire, cette courbe? Ici, en abscisse, on a en fait le nombre de nucléons, donc de protons et de neutrons qui constituent un noyau atomique. Et puis ici, l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire quelle est l'énergie qui lie chaque nucléon aux autres nucléons qui sont à côté dans le noyau. Plus cette énergie par nucléon est élevée, plus le noyau est stable. L'élément le plus stable, c'est le fer 56. L'uranium, c'est un noyau très lourd. Il est ici. Il y a 92 protons. Et alors, il y a deux types d'uranium. Enfin, il y a plus de deux types, mais principalement le 235 et le 238. L'uranium que l'on utilise dans nos réacteurs nucléaires, celui qui est fissile, donc on peut scinder en deux pour récupérer de l'énergie, c'est l'uranium 235, l'isotope 235. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on envoie un neutron, donc on envoie un neutron sur un noyau d'uranium, ce neutron, s'il arrive avec la bonne vitesse, avec le bon angle, avec la bonne section efficace, alors ce neutron va couper le noyau d'uranium en deux noyaux plus petits. Et donc, ces deux noyaux plus petits vont être des éléments qui vont se situer par là. Il y a plusieurs réactions. Donc, ça veut dire que au départ, l'uranium est ici, avec cette énergie de liaison par nucléon. À la fin de la fission, les atomes que l'on retrouve, les noyaux que l'on retrouve, sont par ici, c'est-à-dire avec une énergie de liaison par nucléon plus élevée, donc ils sont plus stables. Et ce que l'on remarque, c'est que la somme des masses des deux noyaux que l'on forme, donc cette masse plus cette masse-là, c'est plus petit que la masse du noyau d'uranium. Donc, on a perdu de la masse. On a perdu de la masse qui s'est transformée en énergie, E égale mc2. Donc, voilà le principe de la fission. On casse des gros noyaux en des noyaux plus petits. La masse n'est pas conservée. Une partie de la masse se transforme en énergie. Bon, alors après, il y a la fusion. La fusion, c'est de l'autre côté, mais on n'en parlera pas ici. Il y a plusieurs réactions
qui vont permettre de libérer de l'énergie, c'est-à-dire de la chaleur. Lorsque l'on bombarde un noyau d'uranium 235 avec un neutron, donc l'uranium il est ici, c'est un actinide dans la classification périodique, alors ce noyau d'uranium, je disais, va se scinder en deux noyaux plus petits qui peuvent être ceux en vert ou en bleu, c'est-à-dire ici. Hop, donc on va avoir du sélénium, du brome, du krypton, du rubidium, du strontium, et puis ensuite en bleu, on peut avoir du tellure, de l'iode, du xénon, et ainsi de suite. Et alors, ce qui est entouré en vert et en bleu ici, c'est ce qu'on appelle les produits de fission. Ça sera important pour les déchets après. Les produits de fission, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les plus petits noyaux qui résultent du fait qu'on a cassé un noyau d'uranium. Voilà. Maintenant, dans les déchets, et alors tout dépend de ce qu'on entend par déchets, on peut avoir d'autres éléments qui sont les actinides. Le neptunium, le plutonium, l'américium et le curium, que j'ai mis ici en violet. Et ce qui est en violet ici, ça peut être des déchets nucléaires, mais ce ne sont pas des produits de fission. Les noyaux, ou les éléments ou les noyaux qui vont être formés ici dans un réacteur nucléaire ne viennent pas de la fission de l'uranium 235. Ils viennent d'autre chose. On en parlera par la suite dans les déchets, notamment du plutonium. Pour comprendre pourquoi l'énergie nucléaire est très intéressante, eh bien, là, on peut faire aussi un petit calcul. Imaginons cette réaction qui peut avoir lieu. Donc, l'uranium 235, il est cassé en xénon et en strontium. On peut facilement calculer l'énergie qui va être libérée par cette réaction. Et ça, normalement, vous savez le faire avec les cours que l'on a eus en atomistique au SE1. L'énergie qui va être libérée par la fission d'un atome d'uranium 235, c'est 2,98 fois 10-11 joules. Alors, 10-11 joules, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Le mieux pour comprendre est de ramener ça à 1 gramme. Si on ramène ça à 1 gramme, donc on multiplie avec le nombre d'Avogadro, eh bien, on se rend compte que 1 gramme d'uranium peut libérer 76,3 gigajoules, ou autrement dit 21 000 kWh, ou encore 1,8 tonnes équivalent pétrole. Dans 1 gramme d'uranium, il y a la même énergie que si on fait brûler 1,8 tonnes de pétrole. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, c'est très, très, très énergétique. 1 gramme d'uranium, c'est la même chose que 1 tonne 8 de pétrole, ou encore la même chose que 2,5 tonnes de charbon. C'est aussi la même chose que la production de 200 mètres carrés de panneaux solaires pendant 1 an, éclairés jour et nuit. C'est aussi la même production qu'une éolienne de 3 MW qui tourne pendant 3 ans de manière optimale. Donc, c'est, d'un point de vue densité énergétique, c'est sans commune mesure. D'où l'intérêt de l'uranium, du nucléaire. Monsieur, oui. On ne pourra jamais concurrencer, du coup, le nucléaire. D'un point de vue densité énergétique, non. C'est impossible. Il n'y a rien de plus énergétique que le nucléaire. Et donc, c'est un des points positifs du nucléaire. Alors maintenant, après, on va voir aussi des points négatifs. Mais d'un point de vue densité énergétique, on ne pourra jamais concurrencer ça. C'est impossible. Donc, il faut le comprendre aussi. Il faut comprendre que si on veut remplacer le nucléaire par autre chose, ça ne sera pas la même densité d'énergie. Et donc, ça veut dire que faire croire qu'on va fermer tous nos réacteurs nucléaires et les remplacer par des panneaux solaires et des éoliennes sans rien changer à notre niveau de consommation énergétique, c'est faux. Voilà. Il suffit de l'avoir en tête. Comment fonctionne une centrale nucléaire? En fait, une centrale nucléaire va fonctionner, mis à part le réacteur, de la même manière qu'une centrale à charbon ou une centrale à gaz. Pourquoi? Parce que pour produire de l'électricité, ça je vous l'ai déjà dit, il me semble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tourner une turbine qui va entraîner un alternateur. Alors, un alternateur, qu'est-ce que c'est? C'est des grosses bobines de cuivre, on va dire, qui tournent. Il y a des champs magnétiques tournants. Et donc, en tournant, effet d'induction, ça crée de l'électricité. Pour faire de l'électricité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire tourner un alternateur. Pour faire tourner un alternateur, qu'est-ce qu'on fait? On le relie à une turbine qui tourne. Et pour faire tourner cette turbine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à l'intérieur, on fait passer de la vapeur d'eau. Voilà.
Donc, il nous faut de l'eau chaude. Pour produire de l'électricité avec une centrale thermique, il nous faut de l'eau chaude. Cette eau chaude, comment on peut l'obtenir? En faisant brûler du gaz, en faisant brûler du charbon ou eh bien, avec de l'énergie nucléaire. Puisque la réaction que je vous ai montrée tout à l'heure, l'uranium se casse, ça libère de la chaleur, on peut faire chauffer de l'eau. Voilà. Le réacteur, le cœur du réacteur est ici. On va voir après comment est constitué le combustible. Donc, dans ce cœur de réacteur, il y a de l'eau. La réaction nucléaire fait chauffer l'eau. Cette eau, elle circule dans ce qu'on appelle un circuit primaire, qui est ici. Et ce circuit, il est fermé. L'eau qui circule là-dedans, c'est l'eau qui passe dans le cœur du réacteur. Et donc, cette eau-là, elle est radioactive. Une fois qu'elle passe dans le réacteur, eh bien, elle chauffe. Donc ici, on a de l'eau chaude. De l'eau chaude qui arrive dans un générateur de vapeur. Comme son nom l'indique, un générateur de vapeur va générer de la vapeur. Ici, on a un transfert de chaleur entre l'eau du circuit primaire, qui est dans un circuit fermé, et l'eau du circuit secondaire. Quand cette eau arrive dans le générateur de vapeur, elle est froide, elle échange de la chaleur avec l'eau du circuit primaire. Cette eau est sous pression et elle s'évapore. Donc, on a un générateur de vapeur. La vapeur, hop, est envoyée ensuite dans une turbine. Elle fait tourner la turbine et on produit de l'électricité. Cette eau, une fois qu'elle a fait tourner la turbine, elle est refroidie, donc elle est recondensée, et elle repart au niveau du générateur de vapeur, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le circuit secondaire. Et cette eau ici, une fois qu'elle est passée dans la turbine pour la refroidir, on a besoin d'un autre circuit, un troisième circuit d'eau, qui est un circuit de refroidissement. On a un troisième circuit fermé. Ici, on a de l'eau froide qui arrive, et cette eau froide, au contact de l'eau qui est passée dans la turbine, chauffe. Donc là, on a un échange de vapeur, on a un échange de chaleur. Cette eau, ensuite, doit être refroidie. Comment est-ce qu'elle est refroidie? Il y a deux possibilités. Soit on a un cours d'eau à côté, et donc on fait passer cette eau dans un cours d'eau et ça la refroidit. Ou alors, on a ce qu'on appelle des aéroréfrigérants. Donc, ce sont les grandes tours qu'on a dans les centrales nucléaires. Mais toutes les centrales nucléaires n'ont pas d'aéroréfrigérants. Vous trouverez des centrales nucléaires où il n'y a pas ces grandes tours. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir éventuellement un cours d'eau à côté. Et donc, au lieu de refroidir l'eau du circuit de refroidissement avec un aéroréfrigérant, on la refroidit avec un cours d'eau. Le problème, c'est que ça va faire chauffer l'eau du cours d'eau. Donc, il y a des normes. Il ne faut pas trop faire chauffer l'eau du cours d'eau. Ce qui sort de l'aéroréfrigérant, quand on voit de la fumée sortir, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que de la vapeur d'eau, c'est tout. Ce n'est certainement pas du CO2. Mais je pense que l'imaginaire du nucléaire qui envoie du CO2 vient de ces aéroréfrigérants et de la fumée qui sort. Mais en fait, cette fumée qui sort, c'est de l'eau. Et ce n'est que de la vapeur d'eau, c'est tout. Il n'y a absolument pas de CO2 qui sort de là. Le circuit primaire, c'est celui qui est radioactif. À quoi ressemble le combustible? Alors ça aussi, c'est la grande inconnue pour tout le monde. Le combustible au cœur du réacteur nucléaire, en fait, c'est ça. C'est des petits cylindres d'oxyde d'uranium qui pèsent 8 grammes et qui font quelques centimètres de haut, qui ont été enrichis en isotope 235, donc en uranium 235, à 3,2%. On parle d'uranium enrichi. Pourquoi? Quand on va dans une mine d'uranium et qu'on creuse et qu'on récupère du minerai d'uranium, on récupère principalement un autre isotope de l'uranium qui est l'uranium 238. Et celui-là, il n'est pas fissile. On peut lui envoyer des neutrons dessus, il ne se cassera pas. Celui qui se casse, c'est le 235. Et dans le minerai naturel, le taux d'uranium 235 est de 0,7 ou 0,8%. Et donc, avec ce minerai naturel, on ne peut pas faire de la fission parce que le taux d'uranium 235 est trop bas. C'est pour ça qu'il faut l'enrichir. Enrichir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de l'uranium 238, comme ça augmente le taux d'uranium 235. Et pour que nos réacteurs fonctionnent, il faut un taux de 3,2%, donc entre 3 et 4% en uranium 235. On appelle ça de l'uranium enrichi. Voilà.
Mais donc, ça veut dire que dans ces pastilles-là, où c'est de l'oxyde d'uranium, il n'y a que 3,2% d'uranium-235 et il y a donc 96,8% d'uranium-238 qui ne peut pas servir à faire de la fission. Et vous voyez, le bonhomme, il les tient à la main. Maintenant, ces petits cylindres sont empilés les uns des autres dans ce qu'on appelle des crayons, qui font presque 4 mètres de hauteur. Donc, dans ces crayons, ce sont des tubes métalliques. On empile les petits cylindres. Puis, ces crayons sont ensuite regroupés dans ce qu'on appelle des assemblages. Dans chaque crayon, il y a des petits cylindres, et puis chaque crayon est ensuite assemblé avec d'autres crayons. Dans un crayon, donc dans un tube de 4 mètres, il y a 272 pastilles comme ça. Dans un assemblage, il y a 264 crayons, donc grand tube. Et dans un réacteur en France, dans les réacteurs français, il y a 157 assemblages. Alors, pas tous, mais dans la plupart, il y a 157 assemblages, dans lequel il y a 264 crayons, dans lequel chacun il y a 272 pastilles. Et ici, vous voyez en fait le cœur du réacteur, ça c'est la cuve, et ici c'est le cœur du réacteur avec les assemblages. Donc ça c'est un assemblage ici avec les crayons, et à l'intérieur les petits cylindres. Chaque année, un tiers des assemblages qui sont contenus dans le cœur du réacteur sont renouvelés. Donc, on en sort un tiers et on en remet un tiers de neuf qui vont y rester pour 3 ans. L'année d'après, on en sort un autre tiers. L'année d'après, un autre tiers. Et puis l'année encore d'après, on sort ceux qu'on avait mis 3 ans avant. Donc, tous les ans, un tiers du combustible dans le cœur du réacteur est renouvelé. Et donc là, en fait, c'est une photo où on recharge le cœur. Quelle est, alors, une fois que la centrale fonctionne, quelle est la durée de vie d'une centrale? Là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Dans une centrale nucléaire, hop, si je reviens sur le schéma avant, dans une centrale nucléaire, on peut tout changer. On peut tout modifier, sauf 2 choses. Il y a 2 choses qu'on ne peut pas changer. C'est le cœur du réacteur, en fait, la cuve, ici. Ça, on ne peut pas le changer. Et on ne peut pas changer non plus le dôme en béton. Voilà. Sinon, tout peut être changé. Et d'ailleurs, les générateurs de vapeur ont été changés dans beaucoup de centrales nucléaires durant les 10 dernières années. C'est ce qu'on appelle le grand carénage. Donc, l'enceinte en béton, l'enceinte de confinement, et la cuve du réacteur ne peuvent pas être changées. Alors, sachant ça, quelle est la durée de vie d'une centrale? En France, une centrale, contrairement à ce que l'on peut aussi entendre, n'a pas une durée de vie prédéfinie. Comment ça fonctionne? Pour savoir si une centrale peut continuer à produire ou pas. Le gendarme du nucléaire, en France, s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Que fait l'ASN? Eh bien, tous les 10 ans, il y a ce qu'on appelle une visite décennale où l'ASN vient contrôler la centrale afin de voir si tout fonctionne et s'il n'y a pas de problème. Si jamais la centrale est en accord avec les normes en vigueur au moment du contrôle. Je l'ai mis en gras, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a des normes qui sont en vigueur. L'ASN contrôle. Si jamais il y a un problème, l'ASN fait stopper la centrale. Si par contre, la centrale respecte toutes les normes en vigueur au moment du contrôle, alors l'ASN dit, eh bien, c'est reparti pour 10 ans. Et dans 10 ans, on revient vous voir. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, les normes évoluent au fur et à mesure. Il y a eu des retours d'expérience après Tchernobyl, après Fukushima, après le problème à 3 Mile Island. Ça, c'est aux États-Unis. Il y a eu un gros souci aussi. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un problème, les normes évoluent. Et donc, quand l'ASN vient contrôler, elle regarde ce qui se passe par rapport aux normes actuelles et pas du tout par rapport aux normes au moment où la centrale a été construite. Et donc, comme ça peut durer longtemps.
L'ASN peut dire attention, le générateur de vapeur ne va pas, vous stoppez, vous changez le générateur de vapeur. Donc, c'est ce qui a été fait dans pas mal de centrales. L'ASN dit voilà, tel truc, il faut les changer. Tant que vous ne les avez pas changés, stop. Une fois que les travaux ont été faits, la centrale redémarre. Donc, ça peut durer comme ça longtemps, en fait. Il y a une autre approche qui est l'approche américaine, qui est totalement différente. Lorsque les centrales ont été mises en service aux États-Unis, eh bien, initialement, leur durée de vie a été fixée à 40 ans. Et donc, très souvent, dans les médias, on entend ce 40 ans. Le 40 ans vient de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, en 1970, la centrale démarre, et elle démarre pour 40 ans. Et pendant 40 ans, eh bien, on ne regarde pas. Au bout de 40 ans, le gendarme du nucléaire américain vient voir la centrale et regarde si elle fonctionne bien. Mais elle regarde si elle fonctionne bien par rapport aux normes en vigueur prévues à la mise en service de la centrale. Donc, 1970, 40 ans après, en 2010, le gendarme du nucléaire américain vient voir la centrale et regarde si elle est toujours en cohérence avec les normes de 1970. Si c'est oui, alors la centrale peut fonctionner pour 20 ans de plus. Si c'est non, elle doit s'arrêter. Mais donc, il n'y a aucune mise en conformité des normes par rapport aux différents problèmes qu'il y a pu y avoir entre 1970 et 2010. Autrement dit, ça veut dire qu'en fait, l'ASN en France est beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus sécuritaire que l'approche américaine. Alors, tant mieux. Hein. Mais en France, la manière dont on fonctionne, cette durée de vie de 40 ans n'a pas de sens. C'est important de le comprendre quand on entend les débats là-dessus. Et donc, aux États-Unis, on a des centrales qui, au bout de 40 ans, ont vu leur exploitation prolongée 20 ans de plus parce qu'au bout de 40 ans, eh bien, elles étaient toujours en conformité avec les normes de 40 ans avant. Donc, là, elles vont fonctionner pendant 60 ans. Et il y a même là des centrales qui, au bout de 60 ans, donc 40 plus 20, vont subir un autre contrôle et risquent d'être prolongées 20 ans de plus, donc 80 ans. D'où l'exemple de la centrale de Fessenheim dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'elle a fermé l'année dernière. La centrale de Fessenheim, il n'y a pas d'aéro-réfrigérant, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Il n'y a pas les grandes tours. La centrale de Fessenheim, c'était 2 réacteurs de 830 MW. Elle a été mise en service en 1978 et son arrêt prévu était donc 2020. Donc le premier réacteur a fermé en février 2020 et l'autre en juin 2020. Cette centrale, elle a été construite sur le modèle d'une centrale aux États-Unis, la centrale de Beaver Valley, qui a été mise en service en 1976. Donc la centrale de Fessenheim, c'est exactement la même que celle-ci aux États-Unis. Et donc, d'après ce que je viens de vous expliquer, la centrale aux États-Unis, donc qui est la même, en 2016, au bout de 40 ans, a vu son prolongement de fonctionnement acté de 20 ans. Et donc, elle va fonctionner jusqu'en 2036. C'est exactement la même. Alors, pourquoi est-ce que nous, en France, on a fermé la centrale de Fessenheim? Parce que c'est la plus ancienne. C'est la première qui a été allumée. Et donc, comme c'est la plus ancienne, on s'est dit, c'est celle-là qu'il faut fermer en premier. Parce qu'elle est sur une zone où il y a des risques sismiques. Parce qu'elle est sur une zone inondable, et donc on a vu le problème des zones inondables avec Fukushima. Parce que le radier sur lequel repose la centrale est trop faible. En fait, l'énorme dalle en béton ne fait que 1,20 m d'épaisseur et ce n'est pas assez. Donc là, il y aurait une non-conformité. Il y a eu des incidents depuis les années 2000, mais pas plus d'incidents, ou en tout cas pas des incidents plus dangereux que dans d'autres centrales. Ces incidents fait que bien, elle était régulièrement à l'arrêt. Et l'ASN avait suspendu en 2016 le certificat d'épreuve du générateur de vapeur. Donc l'ASN a dit, attention, le générateur de vapeur, il y a un problème. Et surtout, parce que c'était un symbole politique.
Maintenant, quelles sont les raisons de la prolonger? Mais en fait, la centrale jumelle aux États-Unis a été prolongée et elle va fonctionner jusqu'en 2036. Le problème qu'il y avait sur le générateur de vapeur a été réglé, donc plus de problème. Il n'y a aucune contre-indication de l'ASN. L'ASN a dit qu'elle peut fonctionner 10 ans de plus, il n'y a aucun souci. Il y a eu des incidents, mais il n'y a eu aucun incident au-delà de 1 sur l'échelle INES. Alors, on verra quelle est l'échelle INES. 7, c'est Tchernobyl. Et enfin, ce n'est absolument pas la centrale la plus dangereuse de France. Par exemple, la centrale du Tricastin, ont été repérées des fissures au niveau de la cuve du réacteur. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux. Il est clair que cette centrale-là est beaucoup plus dangereuse. Donc, ça aurait été quand même plus logique de fermer celle-ci plutôt que Fessenheim. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fermé? On a fermé Fessenheim uniquement pour des raisons politiques. Et là, je vais vous expliquer, vous allez voir que ce n'est pas la première fois que la politique rentre là-dedans. En fait, en 2011, pendant la campagne de François Hollande pour la présidence de la République, eh bien, en coulisses, il y a eu des tractations, notamment avec les écologistes. Et les écologistes ont toujours voulu fermer la centrale de Fessenheim. Pour que les écologistes soutiennent François Hollande, donc il y a plusieurs points qui ont été évoqués, notamment les écologistes ont dit si tu fermes la centrale, alors on te soutient, mais si tu ne fermes pas la centrale, on ne te soutient pas. Et donc, cette décision a été prise autour d'une table où il n'y avait que des responsables politiques, dont la vision à court terme n'était que l'élection en 2012, et il n'y avait autour de la table aucun ingénieur, aucun scientifique ou aucune personne qui pense à la politique énergétique de long terme de la France. Et uniquement pour des raisons politiques, donc c'est un symbole, il a été décidé de fermer cette centrale qui n'est absolument pas la plus dangereuse, qui fonctionnait parfaitement, et la centrale jumelle aux États-Unis va fonctionner encore 20 ans de plus. Voilà. Monsieur, Oui. on ne peut pas vraiment prendre en compte, pour une raison de prolonger l'autorisation aux États-Unis parce que ce n'est pas aux normes actuelles. Donc, c'est pas un droit à Effectivement, vous. en fait, aux États-Unis, elle a été prolongée avec des normes qui sont beaucoup moins rigoureuses qu'en France. Du coup, on ne peut pas le prendre en compte, ça, pour la maintenir ouverte. Ça veut dire que aux États-Unis, elle a été autorisée à fonctionner 20 ans de plus avec des normes beaucoup moins rigoureuses qu'en France. Et en France, l'ASN a autorisé la centrale de Fessenheim à continuer. D'un point de vue technique et d'un point de vue sécurité, la centrale de Fessenheim était autorisée à continuer avec des règles plus strictes qu'aux États-Unis. La seule vraie raison pour laquelle elle a fermé, c'est un accord politique uniquement. Ce n'est pas du tout un accord scientifique, un accord technique, un accord d'ingénieur ou une vision à long terme de la politique énergétique française. Ce n'est qu'un accord politique en 2011 pour l'élection de 2012. Voilà. D'accord. Moi, ça me semble quand même problématique que l'avenir énergétique d'un pays soit soumis à des décisions comme ça. Voilà. Et donc, si on continue sur ce modèle-là, ça veut dire que si on ferme au bout de 40 ans toutes nos centrales, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on appelle l'effet falaise. Toutes nos centrales ont été construites entre 1975 et 1990 à peu près. Et donc, si on les ferme toutes au bout de 40 ans, alors, ça veut dire qu'en 2040, 2035, elles sont toutes fermées. 2035, c'est dans 15 ans. Actuellement, la puissance, on est en 2021, on a fermé Fessenheim, mais la puissance nucléaire française, c'est 70 gigawatts, puisque c'est 56 réacteurs. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, si au bout de 40 ans, on ferme à chaque fois les réacteurs, qu'est-ce qui va se passer? En 2035, la puissance nucléaire du parc nucléaire électrique français, ce sera inférieur à 10 gigawatts.
Or, on voit les problèmes que l'on a pour la construction de l'EPR. Et donc, là, on risque de perdre en 15 ans 70% de notre électricité. Si on fait ça, il faut remplacer par autre chose. Par quoi? Du pétrole, du charbon, du gaz, c'est exclu, ça émet du CO2. Il n'y a plus que l'éolien et le photovoltaïque. Est-ce que l'éolien et le photovoltaïque vont permettre de compenser cette chute dans 15 ans? Je ne sais pas. Mais ça semble difficile à croire. Et du coup, monsieur, ça veut dire qu'on payera beaucoup plus cher l'électricité aussi? Non, ça veut dire qu'on n'aura plus d'électricité. D'accord. Encore plus. Alors, on la paiera plus cher, hein, mais on n'en aura plus. Ce qui est un autre problème. Donc, fermer de manière… Pardon? Pourquoi personne leur dit? Et je pense que des gens leur disent, mais après, je ne suis pas dans la tête des hommes politiques. Maintenant, est-ce qu'elles vont réellement fermer? Je ne sais pas. Mais si jamais on continue sur cette lancée, alors pour être clair, je ne dis pas qu'il faut continuer avec du nucléaire ad vitam aeternam. Le nucléaire, comme on va le voir après, engendre beaucoup, beaucoup de problèmes et de dangers. Ce que je dis, c'est qu'actuellement, nos centrales sont quand même sûres et que si on décide de les fermer les unes après les autres à l'horizon de 2035, en 15 ans, on n'aura pas le temps de remplacer par autre chose. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon sentiment. Est-ce qu'il faut construire des dizaines d'autres EPR? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut remplacer le nucléaire par autre chose? Certainement. Est-ce qu'on va arriver à remplacer tout le nucléaire que l'on utilise actuellement à un horizon de 15 ans? Non. Donc, il y a une politique énergétique à réfléchir et elle ne peut pas se réfléchir à l'horizon de la prochaine élection présidentielle, ce que font absolument tous les présidents. Voilà, c'est un problème. Mais il n'y a pas de scientifiques au gouvernement, à l'Assemblée nationale? Très peu. La représentation des personnalités scientifiques dans le monde politique est très, très, très limitée. Et en tant À part, bon, il a fait parler un petit peu de lui Cédric Villani, mais sinon, toutes les personnalités aux commandes dans tous les partis, dans tous les groupes politiques, ce sont principalement des juristes, des avocats, des personnes qui sortent de l'ENA. Il y a très, très peu de décideurs politiques avec une formation scientifique. Je pense que c'est un problème. Et donc, quand on leur parle de ces problèmes-là, ils ont beau être très intelligents, ils n'ont pas à l'esprit les connaissances pour les comprendre. Je pense qu'en fait, c'est ça le gros problème. C'est que si encore c'était de la mauvaise volonté, ça pourrait se résoudre, parce que si c'était de la mauvaise volonté, on pourrait essayer de les convaincre. Le problème est plus profond. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les connaissances pour comprendre le problème. Donc, si on ferme les centrales, alors il faut les démanteler. Et alors là, on arrive au niveau des problèmes. Démanteler une centrale nucléaire, on rentre dans quelque chose d'inconnu parce qu'en tout cas en France, on ne l'a jamais fait. Il y a une centrale qui est en train d'être démantelée, qui est la centrale de Chaux-A. Alors, cette centrale a été exploitée de 67 à 91. À partir de 1991, cette centrale a été fermée. Quel est le mode opératoire en France pour démanteler une centrale? La première chose, ça a été d'attendre. Entre 91 et 2001, on n'a rien fait. Enfin, quand je dis on n'a rien fait, on a sorti le combustible, on a commencé à démonter des trucs, mais on n'a pas fait grand-chose. Pourquoi? Parce qu'au cœur du réacteur, la radioactivité étant considérée comme trop élevée, on s'est dit, pendant 10 ans, il faut attendre que la radioactivité baisse. Puis en 2001, la période de démantèlement a démarré et elle n'est toujours pas entièrement démantelée. Elle devrait l'être d'ici 2025, ce qui fait à peu près 25 ans. Le coût estimé est d'environ 500 millions d'euros.
pour une centrale. Il y a un autre exemple qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle toujours ici de réacteurs à eau pressurisée, les REP. C'est la majorité des réacteurs dans le monde, et en tout cas, c'est tous les réacteurs en France et aux États-Unis. Donc, une centrale à peu près équivalente. Elle a été exploitée de 73 à 97. À 97, elle a été fermée. Et alors là, aux États-Unis, c'est plus bourrin que chez nous. En 97, elle a été fermée. Elle a été démantelée en 2005. Donc, en 8 ans, terminé, tout a été sorti. Et puis ça, ce que vous voyez ici, c'est une photo aérienne du site actuellement. On dit que le site, en fait, a subi un retour à l'herbe. Ici, il y avait une centrale. Elle n'y est plus. Elle a été entièrement démantelée. Il ne reste plus que ça ici, qui est en fait l'exposition des derniers déchets radioactifs à plus grande activité. Donc, ça a duré 8 ans. Et ça a coûté environ 450 millions d'euros. Donc, démanteler, on sait faire. Il y a 2 techniques. Est-ce que la technique aux États-Unis, y aller à la bourrin, c'est la bonne? J'en suis pas persuadé, parce que ça veut dire qu'il y a quand même certains matériaux radioactifs qui ne sont plus là. Je ne sais pas où ils sont. Ils ont été entreposés quelque part. Et puis ensuite, il y a la méthode française qui est beaucoup plus longue, où on prend beaucoup plus de précautions. Mais donc, quand on construit une centrale, elle va fonctionner pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais le jour où il faut la démanteler, c'est très compliqué et ça coûte énormément d'argent. Et l'une des critiques est de dire que la France, et notamment EDF, n'a pas provisionné les fonds pour pouvoir démanteler ces centrales nucléaires. Et donc, ça va poser un problème le jour où on va les fermer parce qu'on n'aura pas l'argent pour les démanteler. Ce qui pourrait faire augmenter le prix de l'électricité. La partie, alors, déchets nucléaires. Dans les déchets nucléaires, là aussi, il y a des choses à comprendre, notamment quand on va parler du plutonium. D'où proviennent les déchets nucléaires? En fait, les déchets nucléaires, ils sont multiples et ils proviennent de plusieurs étapes de ce qu'on appelle le cycle du combustible. D'abord, et ça on n'y pense pas, il y a des déchets qui sont générés au moment de l'extraction. Parce que l'uranium, c'est un minerai, et donc on va creuser, il y a des mines, ce qui veut dire qu'il y a des déchets miniers. Et ces déchets miniers, puisqu'on est dans l'uranium, ils peuvent être radioactifs. Mais en tout cas, même s'ils ne le sont pas, il y a des déchets. Ensuite, je vous en ai parlé, il faut enrichir l'uranium. Quand on le prend dans la mine, il est à 0,7% en uranium 235, ce qui veut dire que 99,3% c'est de l'uranium 238 qui n'est pas fissile. Donc, il faut l'enrichir. Mais si on l'enrichit, ça veut dire que si on en enrichit une partie, ça veut dire qu'on en appauvrit une partie. Et donc, on a de l'uranium appauvri. Il reste aussi de l'uranium où il n'y a presque que du 238. Donc, ça aussi, c'est un déchet. Ensuite, il y a la fabrication du combustible. À partir du minerai qui a été enrichi, il faut fabriquer le combustible et donc les pastilles que l'on a vues. Là aussi, ça peut générer des déchets. Donc, en fait, il y a toute la partie extraction et préparation du combustible. Puis, la centrale fonctionne. Et une fois qu'elle fonctionne, on va avoir ce qu'on appelle le combustible usé. Je vous ai montré tout à l'heure une photo avec le réacteur et puis je vous ai dit, 1/3 des assemblages sont extraits chaque année. Et donc, chaque fois qu'on extrait ces assemblages, à l'intérieur, eh bien, là, il y a les déchets dus au fonctionnement. Alors, là aussi, il y a 2 écoles, aux États-Unis et en France. On ne fonctionne pas de la même manière. Aux États-Unis, quand on sort ce qui était dans le réacteur, tout ce qui était dans le réacteur, tout ce qu'il y avait dans les crayons, tout est considéré comme des déchets, ce qu'on appelle des déchets ultimes. Donc, on ne peut rien en faire. Aux États-Unis, tout ce qui sort, c'est des déchets. En France, ce n'est pas le cas. En France, ce qui sort, une partie est recyclée. Une partie est donc, retraitée. Et une partie de ce qui est retraité peut être réutilisé dans un certain type de réacteur qui
qui utilisent ce qu'on appelle le combustible MOX. Dans nos réacteurs nucléaires, il y en a qui ne fonctionnent qu'à l'uranium, et puis il y en a qui fonctionnent avec une partie de l'uranium, donc du combustible, qui a été recyclé. Ce n'est pas tous les réacteurs, c'est quelques-uns. Mais donc, ça veut dire qu'on recycle une partie et on le réutilise. Ensuite, une fois que, alors que ce soit aux USA directement ou après le deuxième cycle en France, il y a quand même des déchets ultimes. Ces déchets ultimes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont principalement des actinides mineurs, qui sont l'américium, le curium ou le neptunium. C'est dans la classification périodique ce que j'avais entouré en violet. Et puis, il y a aussi de l'uranium et du plutonium. Alors, pourquoi de l'uranium? Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, dans le combustible, dans les pastilles, la grande majorité, c'est de l'uranium 238. Et cet uranium 238, il n'est pas fissile, ce qui veut dire qu'à la fin, il ressort. Celui qui a été consommé, c'est l'uranium 235. Et cet uranium 238, ce qui se passe, c'est que quand il est bombardé par un neutron, le neutron ne casse pas le noyau d'uranium 238, mais parfois, l'uranium 238 peut absorber le neutron. Et lorsqu'il absorbe ce neutron, eh bien, l'uranium se transforme en plutonium, en neptunium, en américium et en curium. Ce sont des actinides. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la classification périodique. Ils étaient entourés en violet. Je vous ai dit, attention, ceux-là, ce ne sont pas des produits de fission, mais ce sont quand même des déchets. Ce sont des déchets qui sont dus non pas à l'uranium 235 qui est cassé, mais qui sont dus à l'uranium 238 qui capte un neutron et qui, du coup, se transmute. Et donc devient autre chose. Ces déchets ultimes, il faut en faire quelque chose. Et on verra après ce que l'on peut en faire, ou ne pas en faire d'ailleurs. Et une fois que la centrale est fermée, il y a ce qu'on appelle les déchets technologiques. Quand on va vouloir démanteler la centrale, eh bien, tout le béton de l'enceinte, eh bien, lui, il faut le retraiter. Et il peut y avoir dans la cuve plein de choses qui sont radioactives. Il y a aussi tous les matériels, par exemple les combinaisons, les gants, les tournevis, tout ce qui est rentré dans la centrale et qui à un moment été en contact avec la partie radioactive peut être contaminé. Et donc tous ces trucs-là, tous ces objets, ils doivent être ensuite confinés en attendant que la période radioactive hop, que la radioactivité est décrue. Donc à toutes les étapes, il peut y avoir plein de déchets. Je dépasse l'heure là, donc j'en ai encore pour un bon moment. Est-ce que je finis la partie déchets? Puisque je suis dessus. Oui. Oui. Ouais, allez, je finis la partie déchets, comme ça on verra après où on en est. Comme il y a plein de types de déchets, eh bien ces déchets sont classés selon deux critères. Leur activité, très faible activité, moyenne activité, haute activité. Donc, est-ce qu'ils sont très radioactifs, haute activité, ou très peu radioactifs, très faible activité? Et ensuite, il y a aussi ils sont aussi classés en fonction de leur durée de vie, c'est-à-dire est-ce que leur radioactivité va décroître rapidement ou est-ce qu'elle va rester très longtemps? Il y a les déchets à vie très courte, les déchets à vie courte et puis les déchets à vie longue. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, tous les déchets ne vont pas poser le même problème. Par exemple, les très faibles activités à vie courte, on s'en fout un peu parce qu'en quelques années, il n'y a plus rien et puis de toute façon, ils étaient déjà de très faible activité. Donc, il y en a qu'on peut simplement entreposer et puis attendre quelques années. Ça ne pose pas de problème. Pour ceux qui sont en très faible activité, eh bien, on peut même les stocker en surface. Même si on a des déchets à vie longue, ils sont d'une très faible activité, donc en fait, ils ne sont pas du tout dangereux. Par contre, évidemment, plus on va aller vers le bas dans le tableau et puis vers la droite, eh bien là, on va avoir des choses de plus en plus compliquées à gérer. Le pire étant les déchets à vie longue et à haute activité. Maintenant, ces types de déchets, en fonction de leur durée de vie et puis de leur activité, qu'est-ce que ça représente comme quantité?
ici, vous avez un petit graphique qui vous indique quel est le volume de déchets radioactifs en fonction eh bien, de leur activité et puis leur durée de vie. Ce que l'on peut voir, c'est que 95% de la radioactivité dans les déchets, donc les déchets à haute activité, n'est regroupée que dans 0,2% des volumes des déchets radioactifs. En fait, la grande majorité de la radioactivité résultante, c'est dans un volume qui est très petit, c'est en fait une très petite quantité de déchets. Beaucoup de déchets, 60%, sont des déchets plutôt à vie courte et à faible ou moyenne activité. Donc, voilà, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc, ces déchets à haute activité qui vont vraiment poser beaucoup de soucis, qu'est-ce que ça représente 0,2% en volume? Qu'est-ce que ça représente en fait en volume total? Eh bien, alors ça, c'est le stock en fin 2018 en mètres cubes. Tous les déchets de haute activité que l'on a et que l'on stocke depuis le début du fonctionnement des centrales nucléaires, c'est-à-dire dans les années 70, représentent 3880 mètres cubes. 3880 mètres cubes, on a tendance à dire régulièrement que c'est en fait à peu près la taille d'une piscine olympique. Tous les déchets depuis 1960, tous les déchets radioactifs qui posent des soucis depuis 1960, en volume, ils tiennent dans une piscine olympique. Donc, ce ne sont pas des montagnes et des montagnes et des montagnes de déchets. Ce sont des déchets qui sont très, très, très dangereux, mais sur 60 ans d'exploitation, c'est quand même un volume assez minime. Et ces déchets, ils sont vitrifiés, donc ils sont enfermés dans du verre, et puis ensuite enfermés dans des containers qui ressemblent à ça. Voilà. Mais en tout cas, ces trucs-là, il faut bien en faire quelque chose. Alors, tous ces déchets, comme je le disais, en fonction de leur dangerosité et puis de leur durée de vie, ils vont être entreposés ou stockés ou retraités de manière différente. Tout ce qui va être au niveau de la déconstruction, donc les gravats, tous les tuyaux, toute la ferraille, va être stocké en surface, par exemple. Il y a des choses qui peuvent être incinérées, notamment les déchets technologiques. Et ensuite, il y a les déchets les plus dangereux, comme je le disais, qui sont vitrifiés et puis enfermés dans des containers. Mais ensuite, ces containers, il faut bien les mettre quelque part. Et ce quelque part, pour le moment, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ils sont stockés principalement dans le sous-sol, dans une usine à La Hague. Est-ce que j'ai une photo après? Non. Donc, ils sont stockés pour le moment, en attendant de savoir ce qu'on peut en faire, parce que ces déchets de haute activité à durée de vie longue, la durée de vie, elle est vraiment très, très, très longue, comme on va le voir après. L'un des projets pour stocker ces déchets, c'est le projet de stockage profond à Bure. Donc, Bure, c'est le nom de la ville. En quoi consiste ce projet? Eh bien, il consiste en fait à aller creuser à 500 mètres de profondeur, et donc c'est déjà en cours, hein, c'est déjà très bien avancé, des galeries dans une couche géologique qui est très, 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 très stable, et eh bien, ces fûts qu'on voyait métalliques avec les déchets vitrifiés à l'intérieur, eh bien, aller les enfermer là-dedans jusqu'à la fin des temps, puisque certains déchets ont une durée de vie de plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc, la seule possibilité que l'on a pour ces déchets, ça va être de les enfouir très profondément et puis de les oublier. Voilà. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce que ce sont des déchets qui sont très, très, très dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, quand on se replace à l'échelle humaine, des centaines de milliers d'années, il y a 1000 ans, c'était le Moyen-Âge. Voilà. Mais 1000 ans devant des centaines de milliers d'années, c'est rien du tout. Et donc, comment est-ce que, il y a des gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'on avertit les civilisations qui seront là dans 100 000 ans pour leur dire attention, là,
il y a des trucs très dangereux et donc il ne faut pas y toucher. C'est une question à laquelle on ne pense pas forcément, mais à laquelle il faut réfléchir. En plus, ça veut dire que ces puits-là, il faut absolument les refroidir. Parce que sinon, ces déchets radioactifs peuvent toujours générer de la chaleur. Et s'ils génèrent de la chaleur, ça peut ensuite endommager les puits dans lesquels ils sont. Donc, il faut tout le temps les refroidir. Ça veut dire qu'il va falloir les refroidir et les gérer pendant 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Est-ce qu'on est capable de le faire? C'est aussi une grosse question. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser des choses très, très dangereuses pendant des centaines de milliers d'années où possiblement notre civilisation ne sera plus là? Et comment est-ce qu'on avertit les personnes ou les gens ou les espèces qui seront là à ce moment? Voilà. Au niveau des déchets, j'en ai un petit peu parlé, je finirai par parler du plutonium. Alors, le plutonium, c'est principalement lui qui est embêtant parce qu'il a une très, très forte activité et il a une durée de vie qui est très longue. Comment se forme le plutonium? Le plutonium, je vous le disais, il ne se forme pas par fission de l'uranium-235, mais lorsque l'uranium-238 capte un neutron. Ensuite, on a une chaîne de réaction pour, à la fin, obtenir du plutonium-239. Et donc, quand on sort nos barres du réacteur nucléaire, dans les petits cylindres, il y a beaucoup d'uranium qui s'est transformé, d'uranium-238 qui s'est transformé en plutonium. Si on regarde ici, l'activité radioactive dans le combustible usagé. L'échelle en abscisse, c'est une échelle logarithmique en années, et puis ici, c'est l'activité. Et on voit que la part du plutonium, c'est en fait celle qui est en rouge, c'est celle qui est prédominante pendant la majorité du temps. Donc, c'est lui qui va être très embêtant. Si on regarde quelle est la toxicité des différentes composés du combustible usé, alors ici, on a ce graphique. En ordonnée, vous avez la radiotoxicité, et puis en abscisse, les années pendant lesquelles c'est toxique. La référence ici, ce que vous pouvez prendre comme référence, c'est le trait bleu ou vert, là, ou gris. C'est le minerai d'uranium initial. Ça, c'est la radiotoxicité, donc on va dire la dangerosité, du minerai d'uranium quand on le prend dans les mines, qui n'est pas forcément très dangereux. Et donc, on peut se dire, à partir du moment où la radiotoxicité va passer en dessous de celle du minerai d'uranium initial, ça veut dire qu'on est revenu en fait à la toxicité initiale. Donc, ça ne pose plus de problème. Les produits de fission, donc dans ma classification périodique, c'est ce que j'avais entouré en vert et en bleu, eh bien, leur radiotoxicité va passer en dessous de celle du minerai d'uranium initial au bout d'environ 500 ans. Alors, c'est beaucoup, mais ça peut se gérer. Les actinides mineurs, qui sont l'américium, le curium, là, il faut attendre 10 000 ans. Donc, c'est déjà beaucoup plus embêtant. Le plutonium, lui, il faut attendre 1 million d'années. Et donc là, c'est un souci. Alors, comme je le disais, le plutonium, c'est le déchet qui nous embête et qui nous embête le plus. Mais le plutonium, on ne le gère pas du tout de la même manière, encore une fois, aux États-Unis et en France. Et c'est là où vous allez voir qu'en France, on n'assume absolument pas nos choix technologiques et nos choix politiques. Aux États-Unis, lorsque l'assemblage sort du réacteur nucléaire, je vous disais, tout, absolument tout est considéré comme des déchets ultimes, y compris tout le plutonium qu'il y a dedans. Donc, ces assemblages sont ensuite entreposés pendant quelques années en piscine pour qu'ils refroidissent, parce que pendant quelques années, de la chaleur est encore évacuée, mais pas suffisamment pour pouvoir faire tourner une turbine. Et une fois que ça y est, ils ne dégagent plus assez de chaleur, alors ils sont entreposés dans des cuves comme ça. C'est ce qu'on appelle un entreposage sec à l'air libre. Et là, pour le moment, c'est entreposé et on ne sait pas trop quoi en faire parce que ça va être dangereux pendant des millions d'années, ou des centaines de milliers d'années. Donc, le stockage, on ne sait pas.
En France, on raisonne un peu différemment. Une fois que l'on sort l'assemblage du réacteur, on retraite. Et en retraitant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on sépare des assemblages qui restent l'uranium-238 et le plutonium des autres déchets, le neptunium, l'américium, le curium. Ces trois-là, les actinides mineurs, on dit que ce sont des déchets ultimes. Ils sont vitrifiés, mis dans des containers, et puis pour le moment, ils sont entreposés à La Hague. Donc là, il y a des puits, et puis ils sont au fond en attendant d'aller à Bure dans le sous-sol. Mais là où les États-Unis disent que le plutonium, c'est un déchet ultime, et ils l'entreposent, nous, en France, on dit que l'uranium-238 et le plutonium, ce ne sont pas des déchets. Et donc, quand on parle des déchets en France, on ne parle pas, normalement, du plutonium. Pourquoi? Depuis le début du fonctionnement des centrales nucléaires, on a généré à peu près 60 tonnes de plutonium qui sont stockées à La Hague. C'est à peu près 80% du combustible usé. Donc, c'est la grande majorité, en fait, de ce que l'on sort. Pourquoi on dit que ce n'est pas des déchets? Parce qu'en fait, ce plutonium, il peut être valorisé et il peut devenir aussi une matière, un combustible nucléaire, qui peut fonctionner dans certains types de réacteurs nucléaires. C'est très énergétique, le plutonium. 1 gramme de plutonium, c'est l'équivalent de entre 1 à 2 tonnes de pétrole, un peu comme l'uranium. Et donc, en France, qu'est-ce qu'on se dit? C'est 60 tonnes de plutonium que l'on a. Et il suffit de les garder et de développer un réacteur nucléaire qui va le consommer. Comme ça, on va pouvoir faire de l'électricité, on va pouvoir avoir de l'énergie, et en plus, on va détruire ce plutonium qui nous embête tant. Avec 60 tonnes de plutonium, on a assez de combustible pour plusieurs milliers d'années. On a assez de combustible pour faire de l'électricité, donc pour avoir de l'énergie pendant plusieurs milliers d'années. Donc en France, ce qui n'est pas idiot, on se dit, ce plutonium, ce ne sont pas des déchets, c'est un futur combustible pour de futurs réacteurs nucléaires de la génération 4, dont je vous parlais tout à l'heure. La 4e génération, les nouveaux types de réacteurs nucléaires, ça peut être des réacteurs qui fonctionnent, par exemple, au plutonium. Donc, en France, il faut développer ces réacteurs-là. Et alors, c'est là où nous sommes complètement schizophrènes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du réacteur expérimental dans les années 90 qui s'appelait Superphénix. Ce réacteur, qui a fonctionné de 1984 à 1997, c'est un surgénérateur, donc c'est un type de réacteur nucléaire, qui fonctionne au plutonium et de puissance 1240 MW, ce qui est énorme, c'est plus que nos réacteurs nucléaires actuels. C'est un réacteur expérimental. La France s'est dit il faut absolument qu'on développe un réacteur qui fonctionne au plutonium. Et donc, comme c'est un réacteur expérimental, forcément, au départ, il y a eu beaucoup de problèmes. Il a assez mal fonctionné. Il y a eu des problèmes assez graves qui ont été par la suite résolus. Et si on regarde sur la période de fonctionnement, c'est-à-dire de 84 à 96 quand il a été fermé, son facteur de charge, je vous avais parlé du facteur de charge la dernière fois, c'est 7%. Donc, il a en fait produit 7% de l'électricité ou de l'énergie qu'il aurait pu produire s'il avait fonctionné tout le temps à 100%. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté sur plein de périodes en raison d'incidents, mais aussi pour des raisons administratives et notamment des raisons politiques. Mais à la fin, tous ces problèmes ont été réglés et sur la dernière année de fonctionnement, c'est-à-dire en 1996, son facteur de charge est de 95%. Ça veut dire qu'il a produit 95% de l'énergie qu'il aurait pu produire s'il avait fonctionné tout le temps à plein régime. Donc, il fonctionnait. C'était un réacteur expérimental qui ensuite devait passer à l'étape réacteur industriel pour la 4e génération. Sauf que, et il devait normalement même fonctionner jusqu'en 2001. Sauf que pour des raisons politiques, encore une fois, il a été arrêté. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? En 1995, Jacques Chirac a été élu président de la République. Et en 1997, donc vous n'étiez pas né, vous ne savez peut-être pas tout ça, mais il a eu comme bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il considérait qu'il n'avait pas une assez bonne majorité pour faire passer ses lois.
Donc, il s'est dit, je vais dissoudre l'Assemblée nationale, je vais provoquer des élections législatives, je vais les gagner avec une forte majorité, comme ça je pourrai gouverner. Ces élections ont lieu en 1997. Sauf que, manque de bol, eh bien, tous les partis de gauche se sont unis, notamment le PS et les écologistes, et en s'unissant, eh bien, c'est la gauche qui a gagné, qui a remporté les élections législatives. Ces élections ont été remportées par la gauche parce qu'il y a eu alliance entre le Parti socialiste et les Verts. Et à nouveau, que s'est-il passé? Superphénix posait, il y avait beaucoup de polémiques avec ce réacteur-là. Et les écologistes qui, en France, sont anti-nucléaires, ce n'est pas le cas dans tous les pays, hein, mais en France, les écologistes sont anti-nucléaires. Ils ont dit à Lionel Jospin, à l'époque, qui menait la gauche et qui ensuite a été Premier ministre, eh bien, écoute, nous, on fait alliance avec toi, on se retire, mais si tu passes, tu fermes Superphénix. Et donc, Jospin a dit, OK. La gauche est passée en 97, Lionel Jospin est devenu Premier ministre. La première décision qu'il a prise a été de fermer Superphénix. Et alors, voici ce qu'on peut dire dans l'avis de l'Assemblée nationale en 97. L'arrêt immédiat du réacteur est, en tout état de cause, plus coûteux que la poursuite de l'activité, même grévée d'un faible taux de disponibilité des infrastructures. Autrement dit, l'Assemblée nationale dit, attention, si vous fermez, ça va coûter plus cher que si vous le maintenez en fonctionnement jusqu'à 2001, ce qui était prévu. Puis ensuite, le gouvernement Jospin a établi un rapport sur la fermeture de Superphénix, en disant « Superphénix représente une technologie très riche, développée par des personnels particulièrement motivés et performants qui ont montré que la France savait mettre au point des équipements technologiques innovants de très haut niveau. Il faudra tirer profit de l'expérience accumulée et poursuivre les recherches dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides, donc pour utiliser du plutonium, pour l'avenir à plus long terme. » Autrement dit, le gouvernement Jospin sort un rapport en disant « ce que vous avez fait, c'est très bien, il va falloir absolument le développer, mais on le ferme. » Et là, on ne comprend plus en fait les décisions politiques en France vis-à-vis du nucléaire. On peut être anti-nucléaire, on peut être pour le nucléaire, mais la France n'assume absolument pas sa puissance initiale nucléaire, et c'est encore le cas actuellement. Et donc, on fait sans cesse des avancées, des reculs, des avancées, des reculs, qui font que aucune politique énergétique à long terme ne peut émerger, que ce soit avec le nucléaire ou les renouvelables, parce qu'on est toujours entre deux. Il va peut-être falloir qu'un jour, les décideurs politiques soient formés d'un point de vue scientifique sur ces questions et fassent un choix à un moment. Et pour terminer sur cette partie, parce qu'on y va jusqu'au bout, je vous engage de regarder ce qui s'appelle le projet Astrid. Le projet Astrid, c'est en fait la suite de Superphénix. Dans les années 2000, a quand même été décidé d'essayer de développer un réacteur nucléaire pour pouvoir consommer le plutonium que l'on ne considère pas comme des déchets. Donc, ce projet s'appelle Astrid. Il a bien démarré, puis ensuite, il a été retardé suite à l'accident de Fukushima. Puis ensuite, à nouveau, pour des raisons politiques, en août 2019, c'est-à-dire sous Macron il y a 2 ans, il a été abandonné. Quelle est la raison évoquée? La raison, c'est qu'actuellement, le cours de l'uranium-235 est très bas, donc on peut se fournir assez facilement ailleurs. Et du coup, eh bien, on n'a pas besoin de consommer ou d'utiliser de l'argent pour développer une autre technologie. Le problème, c'est qu'on veut fermer nos réacteurs nucléaires actuels. On considère que le plutonium n'est pas un déchet et qu'il va pouvoir fonctionner dans d'autres types de réacteurs, mais on ne développe pas d'autres types de réacteurs. Et là, il y a une incohérence totale. À côté de ça, d'autres pays le font et avancent vite, comme la Chine, par exemple. Donc, jusqu'à encore maintenant, les décisions qui sont prises sont complètement incohérentes vis-à-vis du nucléaire.
Et je m'arrêterai là-dessus sur la gestion des déchets. La prochaine fois, on parlera des dangers du nucléaire et notamment, on pourra faire le bilan, s'il peut être fait, de l'accident de Tchernobyl. Voilà. La semaine prochaine, c'est les vacances. Donc, la dernière séance, on la fera le mercredi de la rentrée, si ça vous va. C'est parfait. OK. Bon, voilà. Des questions sur ce que j'ai dit aujourd'hui ou c'est bon? Bon, j'ai été un peu plus long, mais désolé, hein. On finira la prochaine fois. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.